Sur la condition animale, moi je vais engager une réflexion sociétale sur ce sujet-là, beaucoup plus large. On doit y revenir parce que c'est un indice de civilisation et je pense que notre société doit se faire une introspection sur notre relation avec le monde animal et donc c'est un sujet que je mettrai à l'ordre du jour. Nicolas Hulot, aujourd'hui, chez nos confrères de France Inter. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la cause animale. L'homme a-t-il une responsabilité particulière envers les animaux, trop radicale pour les uns, trop modérée pour les autres? Notre invité aujourd'hui est un philosophe mondialement reconnu, théoricien du droit des animaux, l'Australien Peter Singer, de passage à Paris à l'occasion de la traduction en français de sa biographie du militant Henri Spira. Théorie du tube de dentifrice est publiée aux éditions de la Goutte d'Or. À ses yeux, le livre le plus important qu'il ait écrit, La libération animale, publié pour la première fois en 75, traduit en France en 90, multi-réédité depuis dans le monde entier, figure aujourd'hui dans la liste du Time Magazine des 100 livres les plus influents publiés depuis 100 ans. Ouvrage pionnier de l'éthique animale contemporaine, un essai militant pour Jean-Baptiste Jean-Gène-Villemer qui l'a préfacé, accompagné d'images chocs révélant les mauvais traitements infligés aux animaux. C'est aussi sur celle d'une publicité diffusée en 1980 dans le New York Times que s'ouvre Théorie du tube de dentifrice, celle d'un lapin blanc avec des bandages sur ses yeux, à côté de 2 ballons de laboratoire. Avec cette question, combien de lapins aveuglés par la firme Revlon pour des produits de beauté? Eh bien, on va se poser ces questions parce que des images aux mots, des mots aux actes, quelle morale voulons-nous défendre aujourd'hui et comment changer la société? On en parle avec notre invité, Peter Singer. Bonjour. Hi. Bonjour et bonjour à votre voix française, Michel Sotowski. Bonjour. Et à nos côtés aussi, Raphaël Glucksmann, aujourd'hui dans le cadre de notre partenariat avec le nouveau magazine littéraire que vous dirigez. Le nouveau magazine littéraire qui consacre son dossier du numéro de juin à l'homme et l'animal, la solidarité avec le vivant. Et son édito, le vôtre, Raphaël Glucksmann, Nous ne sommes plus seuls sur Terre, où vous racontez votre conversion. Bonjour. Bonjour. En ouverture, on va repartir au début des années 80, période charnière en son. Fin aujourd'hui à Bordeaux des premières journées internationales de défense juridique des animaux. Il est vrai que nos amis les bêtes sont plutôt mal protégés juridiquement. C'est pourquoi un institut international tente de réhabiliter l'animal pour lui donner de véritables droits. Une conférence internationale regroupant des juristes de 13 pays pour parler d'un sujet qui soulève depuis toujours des passions, des polémiques, bref des excès. En un mot, pour défendre les animaux. Pendant 3 jours donc, on s'est penché pour la première fois sur la protection des animaux, une protection abordée sous tous ses aspects, juridiques, sociologiques, philosophiques, politiques et économiques. C'est dire qu'aujourd'hui, une volonté se manifeste dans tous les pays pour que l'animal soit promu au rang de sujet de droit. Passion, polémique, excès, en apparence, Peter Singer, rien n'a changé. Et sur le fond, est-ce que depuis la publication de votre essai phare, La libération animale, en 75, une prise de conscience a réellement été réalisée? Est-ce que la cause animale s'est améliorée? Definitely there has been a dramatic change in awareness. Absolument, il y a eu un changement dans la conscience des choses. Et je crois que le rythme de ce changement s'accroît au cours des dernières années. Ça continue. Oui, ça se poursuit. On voit de plus en plus de gens qui évitent de manger de la viande, qui évitent de manger des produits animaux, et un mouvement plus fort en défense des animaux dans différents pays. Vous êtes végane vous-même, végane flexible, dites-vous parfois. Oui, c'est exact. J'essaie d'être végane, et parfois quand je voyage, et même en France, c'est pas toujours facile de manger vegan. C'est pas une religion pour moi, donc c'est pas horrible si de façon mineure je mange des produits animaux. Mais ma préférence c'est de choisir vegan quand je le peux. Alors les évolutions des mouvements de protection des animaux se sont constituées un peu partout dans le monde. Leur action s'est structurée. On pense à la France avec l'association française L214 qui relaye dans les médias des images chocs du mauvais traitement réservé aux animaux dans les abattoirs. Le pouvoir n'accorde rien si on ne l'exige pas. Quelle dette envers Henri Spira, dont est traduit aujourd'hui la biographie que vous lui consacrez ici en France. Henri Spira, militant belgo-américain décédé il y a 20 ans. Quelle dette avons-nous envers lui ?
Je crois que nous avons une grande dette envers Henri Spira. Il nous a montré le chemin pour mener à des changements pratiques, concrets, pas simplement pour le mouvement en faveur des animaux, mais pour des activistes, des militants partout dans le monde. Il a une théorie réaliste du changement qui suggère que l'on peut nous informer, être mieux informés, savoir quelles sont les positions des gens, ce qu'ils vont accepter, ce qu'ils ne vont pas accepter, et mettre de la pression pas simplement sur les gouvernements, mais aussi sur les grandes entreprises et d'autres institutions qui sont responsables pour la maltraitance des animaux, pour les persuader de changer la façon de faire, leur façon de faire. Cette biographie, Peter Singer, a été écrite il y a 20 ans, traduite aujourd'hui en France. Votre livre, La cause animale, a aussi été traduit bien plus tard en France. Alors, est-ce qu'il y aurait un retard français particulier sur cette question, ou sommes-nous un peuple insensible à la cause animale? On a avec nous non pas un cobaye, mais peut-être un cas pratique. Le directeur du Nouveau Magazine littéraire, Raphaël Glucksmann, qui dans ses pages avoue sa conversion tardive à la cause. Résolument cartésien, dit-il dans son édito, j'ai moi-même longtemps refusé de prêter la moindre attention au discours animaliste. Raphaël Glucksmann, qu'est-ce qui vous a rendu sensible ? C'est une question d'étonnement. Vous savez, Aristote disait qu'au principe de la philosophie, il y avait l'étonnement. Et ce numéro du magazine littéraire, c'est le produit d'un étonnement, parce que moi, j'ai vraiment eu la formation rationaliste cartésienne classique de l'université française, et je pensais pendant longtemps que ceux qui se préoccupaient à ce point de la cause animale avaient bien peu de respect pour les souffrances innombrables des hommes, des êtres humains. Et je ne voyais pas le lien. Et en fait, progressivement, j'ai compris ce lien en entrant dans cette question à travers la question du réchauffement climatique. C'est d'abord le réchauffement climatique qui a ébranlé mon rapport à la Terre comme maison commune, et donc mon rapport finalement aux autres habitants avec lesquels nous sommes en colocation sur cette Terre, les êtres sensibles vivants, pas seulement les animaux, d'ailleurs le vivant en général. Et dans ce cheminement, c'est pour ça que je suis très content et très heureux et ravi que Monsieur Singer soit avec nous, parce que dans ce cheminement, eh bien, il a eu une importance énorme. Et je pense qu'il a eu cette importance sur une foule de gens comme moi. Et la question que je voudrais poser, c'est... Parce que cette confession faite, il vous reste un certain nombre de doutes, peut-être, oui, et des questions pour vous, Peter Singer. La question que je voudrais poser, c'est comment on concilie le souci de la souffrance animale, le respect, la considération pour l'animal, et l'humanisme. Comment ces deux aspects ne s'opposent pas les uns aux autres? Comment ce n'est pas un anti-humanisme? Je ne pense pas que le mouvement pro-animal soit anti-humaniste. Je pense qu'il veut élever le statut des non-humains et de tous les êtres sensibles. Bien sûr, certaines distinctions telles que celle que Descartes, il voulait qu'il y ait une distinction très très forte entre les êtres humains et les animaux. Seulement les êtres humains sont conscients. Et seuls les êtres humains sont conscients, les animaux ne le sont pas, disait-il. Mais dans le mouvement pro-animaux, mais dans la science qui s'occupe du comportement des animaux, il y a des degrés. Il n'y a pas une division aussi tranchée entre les êtres humains et les animaux. Nous acceptons cela comme un fait scientifique. Mais au-delà, je crois, je l'ai dit dans mon livre Libération animale, la libération animale, c'est la libération de l'homme aussi, de l'être humain aussi. Parce que ça nous amène à un monde meilleur, un monde avec moins de violence. Et on peut espérer qu'il y aura aussi moins de violence envers les êtres humains. Un monde avec plus de respect pour notre environnement. Quand j'ai écrit La libération animale en 1975, j'avais jamais entendu parler du réchauffement climatique. Et maintenant, on sait quel est ce problème. Et là, maintenant, comme vous l'avez dit, il faut étendre cette inquiétude à tous les êtres vivants sur la planète qui vont souffrir si nous endommageons le climat. J'ai une question sur l'antispécisme. Sur cette et sur le véganisme. Si l'idée c'est de réintroduire l'homme dans le cycle, dans le continuum du vivant,
comment on peut justifier, alors que dans ce cycle, les loups mangent par exemple les agneaux, comment on peut justifier que l'homme se mette au-dessus et décide de sortir de ce cycle? C'est une vraie question que je me pose, parce que je suis à un moment de bascule dans ma vie, comme beaucoup de gens. Mais tout d'abord, il faut accepter que nous sommes par nature dans le cycle. Nous ne sommes pas simplement des cannibales comme des loups. Les loups ne pourraient pas survivre sans la viande, mais nous, oui. Donc ça nous donne le choix. Bien sûr, il y a une différence. Les êtres humains peuvent faire des choix d'une manière que les non-humains, que les animaux ne peuvent pas faire de façon délibérée entre diverses options et en choisir une plutôt qu'une autre. Oui, nous avons une responsabilité morale que les animaux non-humains n'ont pas. Et c'est finalement ce qui nous sort de ce cycle, en quelque sorte. Une fois que nous nous rendons compte que nous pouvons vivre sans manger des animaux, que c'est mieux pour l'environnement et la planète, et en fait que c'est meilleur aussi pour notre propre santé, à ce moment-là, on peut voir que nous avons choisi de manger tels produits qui seront meilleurs pour tout le monde. Et c'est quelque chose que les animaux non humains ne peuvent pas faire. Ce choix, ils ne peuvent pas le faire. Le spécisme hiérarchise, différencie, discrimine selon l'espèce aussi. L'antispécisme postule au contraire que tous les animaux sont égaux, Peter Singer, et que l'homme est un animal presque comme les autres. Le refus de considérer l'appartenance à une espèce peut devenir une sorte de critère, de considération aussi. Cette égalité de considération entre l'homme et l'animal, est-ce qu'elle vaut, à vos yeux, égalité de traitement? Qu'est-ce que ça implique concrètement? Quand on dit que tous les animaux sont égaux, il faut faire très attention sur quel est le sens de l'égalité que nous mettons là-dedans. Comme je viens de le dire, il est à l'évidence vrai que les êtres humains ont des capacités cognitives qui sont supérieures à celles des animaux non humains. Donc on pourrait avoir cette discussion. Est-ce qu'un chimpanzé ne pourrait pas avoir cette discussion par exemple? Mais dans quel sens nous sommes égaux? Nous sommes capables de souffrance et qu'une quantité égale de souffrance soit impliquée. On ne devrait pas dire que c'est pire parce que c'est la souffrance d'un être humain plutôt que « ah voilà, ça c'est la souffrance d'un chien ou d'un chimpanzé ou d'une vache ou d'un cochon ou d'une poule ». On peut parler de quantités similaires de souffrance ou de bonheur de la vie, mais il faut leur donner à ce moment-là des droits et des considérations égales en termes de décider si c'est quelque chose qu'on ne devrait ou qu'on ne devrait pas permettre de continuer. Antoine Mercier est resté à nos côtés. Quand même une question simple, un cas concret. Vous dites que si l'homme est en danger pour sa survie, il peut manger de la viande, donc tuer un animal. L'inverse, évidemment, ne serait pas vrai, c'est-à-dire que si un homme est avec un autre homme, il ne va pas tuer l'autre homme pour survivre. Est-ce que là, nous n'avons pas quand même un point qui montre qu'il y a quelque chose comme une différence qui, évidemment, n'exclut pas la communauté dont vous parlez, mais qui marque tout de même une ligne de différence, une différence? On pourrait argumenter que quand on arrive à la mort ou au fait de tuer, un être qui est capable de penser à son avenir, à son futur, a plus de choses en enjeu qu'un être qui n'a pas de possibilité de penser au futur, à l'avenir. Ça signifie que des êtres humains normaux au-delà de l'enfance ont cette capacité que les animaux non humains n'ont pas. C'est pour cela que si c'était une question de vie ou de mort, il serait raisonnable de choisir de tuer l'animal plutôt qu'un être humain. Mais ce n'est pas une question d'espèce, c'est une question de capacité. Si, par exemple, vous aviez le choix entre tuer un chimpanzé et un être humain avec un cerveau très endommagé, qui ne pourrait plus jamais être conscient ou qui ne pourrait plus jamais jouir de la vie, je ne pense pas qu'il faudrait préférer l'être humain. Je pense que l'être humain aura moins à perdre que le chimpanzé vivant. Peter Singer, j'en reviens à cette biographie, théorie du tube de dentifrice que vous consacrez au militant de la cause animale Henri Spira.
Le titre original de cette biographie était Ethics into Action. Alors parlons un peu éthique pour comprendre quelle action ou quelle méthode, comment passer des principes aux actes. Comment savoir, Peter Singer, quand nos considérations morales sont les bonnes, qu'elles sont suffisamment justes pour être défendues bec et ongle? Quel est le critère? Pour Henry Spira, le critère était cette grande quantité de souffrance que nous infligeons aux animaux non humains. Et nous n'avons pas besoin de le faire. Ce n'est pas nécessaire pour sauver nos vies. Donc pour lui, le critère était que pouvons-nous faire pour réduire cette énorme quantité de souffrance non nécessaire? Et s'il y a quelque chose que l'on peut faire qui ne va pas créer plus de souffrance, comme la violence, et il ne faut jamais utiliser la violence par exemple, mais s'il y a quelque chose que l'on puisse faire qui va réduire cette quantité de souffrance, à ce moment-là, faisons-le. C'est la bonne chose à faire. La sensibilité, donc la souffrance comme critère. Une question de Raphaël Glucksmann. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est la manière dont Henri Spira arrive à utiliser la société du spectacle pour faire avancer sa cause. Et est-ce que c'est la raison du succès de ces mouvements animalistes? C'est-à-dire que c'est aujourd'hui probablement la cause qui mobilise le plus des gens qui par ailleurs se déclarent apolitiques. Donc, quelle est la spécificité de cette action militante de Spira? Qu'est-ce qu'il a inauguré dans le domaine public? C'est très intéressant parce que la question qu'il s'est posée, c'est qu'est-il possible de faire pour nous? Il a regardé les mouvements pro-animaux dans le passé qui ont dénoncé les expériences sur les animaux, mais d'une façon inutile. Ça n'a pas sauvé la vie d'un seul animal. Et Henri, sa technique, c'est comment est-ce que concrètement on peut faire la différence pour les animaux. Donc, il est toujours resté en lien avec le lieu où se trouvait le public, ce que le public accepterait ou n'accepterait pas. Et quand il s'est rendu compte, par exemple, que Revlon faisait des expériences pour ses cosmétiques en les instillant dans les yeux de lapins non anesthésiés, il s'est rendu compte que les gens qui achetaient des cosmétiques ne voulaient pas torturer les lapins et qu'il fallait faire appel aux clients. Si les clients se rendaient compte que Revlon torturait les animaux, à ce moment-là, Revlon aurait une raison très puissante de changer sa façon de faire. Et c'était la base de fournir des informations au public qui mèneraient Revlon, ou qui les mèneraient, eux, à changer leur façon d'acheter. Et donc, qu'ils mettraient de la pression sur les sociétés pour que ces sociétés changent leur façon de faire. Et ce livre, Théorie du tube de dentifrice, à travers le récit de la personnalité et les actions de cet homme que vous dressez là, Peter Singer, est aussi un manifeste, voire un précis, un guide à l'usage du militant. Vous y décriviez les méthodes d'action, les principes, les orientations, la ligne de conduite qui l'ont guidé durant toutes ces années. Il privilégiait le dialogue à la confrontation. Il proposait ou tenait à proposer des alternatives crédibles à ce qu'il dénonçait aussi. Il estimait qu'il ne fallait jamais mentir, tromper les médias sur ce qu'on disait sous peine d'être décrédibilisé, ni diviser et caricaturer le monde. On peut peut-être s'arrêter un moment sur son rapport à la violence. Est-ce qu'il s'autorisait à utiliser la violence quand la discussion ne servait plus, ou est-ce qu'il estimait qu'on ne pouvait pas combattre la violence par la violence? Henri n'a jamais utilisé la violence. Très tôt dans le mouvement, quand les premières formes de violence se sont produites, Henri, moi-même et un certain nombre d'autres dirigeants ont signé une lettre pour la principale revue des droits des animaux pour dire « ça sera très mauvais pour le mouvement, c'est quelque chose que l'on devrait totalement désavouer ». Et il avait absolument raison là-dessus, parce que lorsqu'il y a eu des actions violentes, elles étaient utilisées par notre opposition pour désigner notre mouvement comme étant terroriste. C'est une sentence de mort pour un mouvement d'être qualifié de terroriste.
Donc, il a toujours essayé de trouver des façons de persuader les gens de changer leur comportement. Il n'a pas réussi tout le temps, mais il a réussi souvent, très souvent, et c'était beaucoup plus efficace que toute utilisation de la violence. Alors ces cibles privilégiées, parmi elles, on l'a évoqué, il y avait la marque de cosmétiques Revlon, mais on peut aussi retrouver d'autres grandes marques de la distribution ou de l'agroalimentaire, McDonald's, Procter & Gamble, les industries du poulet ou de la viande aux États-Unis, mais aussi des institutions de l'appareil étatique comme le département américain de l'agriculture. Est-ce qu'il pensait qu'il fallait changer individuellement nos comportements, ou est-ce qu'il pensait qu'il fallait que ça passe aussi par des politiques publiques? Raphaël Glucksmann, précisez ma question. C'est la grande question, parce que on a vu aujourd'hui, par exemple en France, qu'il y a une évolution grâce à ce type de sensibilisation individuelle. Il y a une évolution, mais quand il arrive une loi au Parlement, eh bien des lobbies agissent, et finalement on accouche sur rien. On accouche sur aucune loi qui prend en compte la souffrance animale, et finalement les lobbies l'emportent. Donc à quel moment politiquement on peut agir au-delà de l'impact sur l'opinion publique et de la sensibilisation? Well, of course, politics is different everywhere. La politique, c'est quelque chose de différent dans tous les endroits. La politique aux États-Unis est différente de celle de la France. Mais Henry avait une vision extrêmement sceptique sur l'utilité de faire de la politique aux États-Unis. Il pensait que, comme vous venez de le dire, tout va être délayé, dilué. Les lobbies commerciaux vont réussir à supprimer tous les changements qui iraient à l'encontre de leur utilisation animale. Mais il a réussi à changer la politique du département du ministère de l'Agriculture aux États-Unis sur une pratique précise. Par exemple, la pratique très cruelle de marquer les animaux qui passaient la frontière mexicaine, les animaux vivants qui passaient la frontière mexicaine. Il pensait qu'il serait beaucoup plus efficace d'aller voir les grandes entreprises et les consommateurs plutôt que de passer par les politiciens. Il pensait que ça absorberait beaucoup trop de temps et d'énergie sans beaucoup de réussite. Et quand nous avons préparé ce dossier, on a étudié les conditions de voyage des animaux sur des bateaux qui sont de véritables charniers ambulants sur nos mers. Je veux dire, on est 40 ans ou plus même après la publication de la Libération animale. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on est désabusé? C'est-à-dire que effectivement ça progresse dans l'opinion, mais le monde reste un charnier aujourd'hui, si on prend en considération. Oui, on est déçu très souvent, on est désappointé. En tant qu'Australien, l'Australie est le principal exportateur d'animaux vers le Moyen-Orient, dans des conditions horribles. Il y a des pressions sur le gouvernement australien en raison de certaines vidéos qui ont été diffusées montrant des moutons qui mouraient de déshydratation sur ces bateaux. Donc j'espère que ça va changer et que les transports d'animaux vivants vont cesser. Et je suis désespéré que ça continue à se produire en dépit de ces excès. Mais il faut regarder les aspects positifs de ce que nous avons fait. Il faut regarder les changements qui se sont produits. Le fait que, par exemple, les poules pondeuses sont des meilleures conditions qu'elles ne le sont aujourd'hui qu'elles ne l'étaient lorsque j'ai écrit mon livre. Et que les truies ne puissent plus vivre dans des conditions aussi horribles qu'elles l'étaient précédemment. Donc il faut espérer que l'on continuera, qu'on ira de l'avant, que les gens vont continuer à mettre de la pression et qu'il y aura plus de lumière dans ce domaine. Tout le monde est bien d'accord pour lutter contre la souffrance animale. La question est de savoir, est-ce que pour cela, il faut nécessairement mettre un signe d'égalité entre l'homme et l'animal? Est-ce que c'est une stratégie qui seule permettrait, par la contrainte juridique, d'arriver à l'objectif, ou est-ce que c'est un point de vue philosophique que vous nous proposez? Je sais que vous êtes utilitariste, donc c'est peut-être la première solution qui est la bonne. Well,
Je suis un utilitariste. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec le principe de considération et d'intérêt égal pour les animaux ne sont pas des utilitaristes. Et je ne pense pas que ce soit une vision utilitariste que je mets en avant. Vous me posez la question, est-ce une bonne considération que de mettre ce signe égal? Moi, je n'y ai pas réfléchi en tant que stratégie. Je pense que c'est quelque chose de solide sur le plan philosophique, et en 45 ans d'existence philosophique, je n'ai vu aucune réfutation philosophique de ce point de vue. Donc ça me semble correct, juste. Mais il est nécessaire pour nous aussi de changer radicalement nos idées sur l'animal. Et cette idée de considération égale, de respect de l'animal, est une révolution fondamentale dans nos esprits, dans notre pensée. Il faut propager et ensuite mettre en place ce changement. Et pour dire aux gens, c'est aussi, ça a un impact direct sur nos pratiques et sur notre environnement au-delà de la souffrance animale. Qui est aujourd'hui responsable d'une immense partie du réchauffement climatique? C'est l'élevage industriel. Et donc c'est même au-delà de la considération de l'animal, c'est notre intérêt dans une logique de survie de notre monde de faire évoluer nos pratiques d'élevage, par exemple. Très certainement, nous gâchons énormément de capacités alimentaires en faisant croître des graines et des plantes purement destinées à l'alimentation animale, qui produit par la suite des gaz à effet de serre. Notre alternative pour changer d'alimentation va réduire la consommation d'aliments carnés. Et il y a beaucoup de choses qui convergent vers cette idée que nous devrions, de façon fondamentale, réduire et finalement éliminer la consommation de produits animaux. Philosophe mondialement reconnu, pionnier de la cause animale, pratiquant une éthique appliquée sur cette question, le philosophe australien Peter Singer est notre invité jusqu'à 13h30 avec à nos côtés Raphaël Glucksmann, directeur du nouveau magazine littéraire qui consacre son numéro de juin à l'homme et l'animal, solidarité avec le vivant. France Culture. La grande table. Olivier Gesbert. Voulez-vous passer pour un vieux réac ou une vieille bigote? Rien de plus simple. À la fin du repas, entre la poire et le fromage, dites un truc du genre à mon avis, l'homme n'est pas un animal comme les autres. Tout le monde va vous tomber dessus. Comment? Mais on l'a encore dit tout à l'heure à la radio qu'il n'y avait qu'1% de différence génétique entre l'homme et le chimpanzé. Vous aurez beau arguer que oui, c'est vrai, mais nous avons aussi 70% de patrimoine génétique commun avec la banane. Ça ne convaincra personne. Par conséquent, il faut vous mettre à l'idée que, si vous contredisez l'idée commune que la science prouve que l'homme est un animal comme les autres, vous êtes absolument fichu auprès de tous vos amis. En particulier, vous passerez pour un philosophe attardé qui, au temps de Descartes, pensait que les animaux étaient des machines, ou pire, une sorte de créationniste américain qui pense que Dieu a fait l'homme à son image et a créé le monde en 6 jours. Voilà, personne aujourd'hui n'a envie de passer pour une vieille bigote ou un vieux réac. Peter Singer, comme l'évoquait à l'instant dans une de ses chroniques, le philosophe Francis Wolff. En revanche, on se rend compte, et on l'évoquait en ouverture de l'émission, que la France reste très en retard, et pas simplement en termes de législation, sur cette question. Comment vous l'expliquez-vous, ce retard français? On a évoqué le cartésianisme peut-être de cette nation, mais on a aussi une passion pour la gastronomie, à laquelle on a du mal imaginer retirer la viande de nos assiettes. Quelles sont les raisons de ce retard français pour vous, Peter Singer, puisque vous êtes là pour défendre aussi votre livre et cette cause? Vous avez raison. La France, la gastronomie française est un facteur éminent. Je me souviens de la première fois que je suis venu en France, après être devenu végétarien. Je crois que c'était en 1971. Et quand ma femme et moi avons demandé
en divers endroits de manger des choses sans viande en disant qu'on ne mangeait pas de viande. Les regards qu'on nous a lancés, que les Français nous lançaient, c'est comme si on avait craché sur le drapeau tricolore. Vous vous êtes pris un coup de fourchette. Je pense que c'est un domaine où la France va changer lentement. Mais je sais qu'il y a déjà beaucoup des grands chefs français qui produisent des plats sans viande, très très différents de la cuisine française traditionnelle. Donc j'espère que d'autres chefs vont utiliser leur inventivité pour créer des chefs-d'œuvre de cuisine française qui seront aussi bons pour les animaux et bons pour l'environnement. Une dernière question de Raphaël Glucksmann à Peter Singer. Quel est aujourd'hui l'ennemi idéologique qui bloque une prise de conscience encore plus large? Est-ce que c'est la croyance quasi religieuse dans l'unicité de l'homme, ou est-ce que c'est le marché, le capitalisme qui, par ses logiques d'intérêt, bloque toute avancée? Je ne pense pas que l'on puisse condamner le capitalisme pour cela. Le capitalisme a beaucoup de péchés, mais il faut voir que sous le communisme soviétique, le traitement des animaux n'était certainement pas meilleur que ce qu'il l'était sous le capitalisme. En Chine aujourd'hui, peut-être que c'est encore pire, que la Chine soit considérée comme étant marxiste, capitaliste ou un mélange des deux, j'en suis pas sûr. Le capitalisme en soi produit des biens que les consommateurs désirent. Et il faut regarder cette attitude fondamentale du consommateur comme la cause ultime de la raison pour laquelle nous continuons d'infliger tellement de souffrances aux animaux. On vous présente Peter Singer comme un réformiste aussi sur cette question-là. Vous n'êtes pas en tout cas un extrémiste de la cause, même si votre plaidoyer est très clair en faveur de la cause animale. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la société est prête et que l'homme, fondamentalement, ontologiquement, est assez altruiste pour réussir à faire une part équitable, faire jeu égal, parts égales avec les animaux dans notre quotidien? Je crois que si ça dépendait de l'altruisme pur, ce serait difficile d'espérer un tel changement. Mais je crois que ça devient de plus en plus facile. Et nous savons qu'il y a des bénéfices du point de vue de la santé en réduisant la consommation de viande. Il y a des avantages pour l'écologie, l'environnement. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et qui travaillent dans la même direction. Et comme on développe d'autres types de nourriture dans la décennie à venir, de faire de la nourriture basée sur les plantes, je crois que l'on va finir par trouver qu'il est plus facile pour les gens de faire ce changement. Et une fois que les gens feront ce changement, ils seront encore plus prêts à considérer les animaux comme, d'une certaine manière, nos égaux. Merci beaucoup Peter Singer, merci à vous Michel Zlotowski. Peter Singer, La libération animale, votre premier essai manifeste, se trouve encore aujourd'hui en français dans la petite bibliothèque Payot. Théorie du tube dentifrice vient d'être édité et traduit en France par les éditions Goutte d'Or.